François Montier livre un cycle qui s'intitule Recherche sur la nouvelle. Il ne s'agit pas de propédeutique et d'exercices progressifs sur comment construire une nouvelle. De toute façon, ça, moi, je saurais pas. Par contre, dans tout ce qu'on a accumulé là, sur ce site-là, avec ses labyrinthes, avec ses extensions, il y a un cycle qui s'appelle Progression. On va regarder comment écrire avec un cycle qui s'appelle Outils du roman. Et puis, peut-être vous pouvez le prendre, là, parce que c'est démonté, là, tous les rouages de fiction. On avait continué sur un autre cycle qui s'appelle Faire un livre. Vous savez que je suis en train de rassembler tout ça par module. Vous savez aussi que si vous suivez remonter les vidéos sur le site Tiers-Livre, vous avez aussi toutes les documents d'appui, les fiches là, qui peuvent vous servir de guide et d'exemple. Tout ça commence à se structurer. Et là, cette année, je dirais qu'il y a non pas une bifurcation, mais vous savez qu'on a cet atelier du mardi soir, c'est en direct, une proposition, un temps d'écriture, et puis ensuite sur Zoom, là, on lit ensemble, on commente, et là on est sur des questions très techniques, et je crois que ça aide à libérer cet atelier hebdo de ce point technique, être plus relié là, à nos travaux personnels à chacun. Le mot recherche, pour moi, est totalement justifié. Ceci dit, on a fait il y a quelques années une première boucle recherche sur la nouvelle que vous pouvez aussi prendre. C'est sur la même page sommaire, voire là, c'est indiqué sous la vidéo. Et là, on l'a, cette progression. Comment j'ai voulu travailler là pour la période qui s'amorce. Alors, j'ai appelé ça marche d'approche et on en a fait 4 successives. 4 successives avec un point commun. Au milieu, il y avait la symbolique, la matérialité du livre. Ceci, c'est Nerval, tome 3. La première, on était simplement dans... La première, on est parti de ce texte légendaire de Walter Benjamin. Je déballe ma bibliothèque. L'art de ranger ses livres, si soi-même est sa propre bibliothèque. Il y a des effets de miroir. Le deuxième, les livres, où est-ce qu'on les trouve, comment on va à leur rencontre, comment on les cherche. C'était Histoire de mes librairies. Le troisième, j'étais parti de Judith Chalansky, un livre qui s'appelle Inventaire de choses perdues, et ne me dites pas que pour chacun il n'y a pas la quête comme ça d'un livre qu'on a rêvé ou qu'on a perdu, j'en sais rien, mais en tout cas là pour moi ça a entraîné une dynamique et un mouvement. Et puis la dernière semaine, marche d'approche 4, j'étais parti sur la matérialité du livre, le poids, la typographie, les tailles, les formats, est-ce qu'il y a des illustrations, qu'est-ce qu'on a appris, et puis travailler comme ça sur la matérialité du livre. C'est aussi son usure, c'est aussi ce qu'on en a fait dans nos sacs, mais c'est aussi la lecture comme monde ouvert, là où on l'a lu, pas simplement là où on l'a acheté, mais si c'était dans un train, si c'était dans des hôtels, si c'était là chez soi, si c'était l'été, si c'était l'hiver, s'il y avait des voix autour, si c'était au bistrot, si c'était au contraire à l'ombre d'un arbre, et ce contexte-là, l'intégrer comme étant la même matière vivante que la lecture et donc la typographie. Alors, marche d'approche, justement, je voulais aussi, et merci, je crois qu'à lire toutes les contributions rassemblées, je m'en réjouis, on enlevait cette tension là de la publication, du récit, de l'affrontement. Non, on laissait venir. Et moi, c'était mon idée. Installer un territoire. Et là, dans ce territoire-là, maintenant, il y a ces balises, et laisser ce territoire devenir un petit peu notre habitation mentale. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on le construit, si on le construit, c'est qu'on y est dans ce territoire. Et là, maintenant, puisqu'on y est, dans ce territoire que chacun a fabriqué à sa semblance et selon sa phrase, et ce dont je me réjouis, c'est que justement, comme on avait laissé ça détendu et sans enjeu, on a beaucoup de matière. Les accumulations se sont faites plus longues. Le fait aussi dans le blog là, de ne pas séparer contribution par contribution, mais que chacun laisse s'installer, déjà commence à structurer une petite table des matières.
Une fois qu'on est installé là, eh bien, peut-être que maintenant, on peut se lancer. Eh ouais, mais se lancer, là, par contre, je suis sûr qu'il n'y a pas de guide. Je suis sûr que toute l'astuce, parce qu'on va recommencer cette spirale. Là, on va faire cet exercice. Et je voudrais aussi tout de suite mettre ce disclaimer, comme on dit. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ne vous forcez pas. D'ailleurs, c'est de bonne guerre. Hein. Si je dis ne vous forcez pas, c'est sûr que tout le monde va le faire. Mais quand même, c'est-à-dire, si vous sentez que c'est pas mûr, continuez là sur les 4 marches d'approche. C'est pas perdu. Et à un moment donné, ça va se redresser tout seul. C'est une métaphore que j'ai employée au début. La métaphore, c'était on installe tout ça, on pose comment travaillent les charpentiers. Comment ils font leur tracé là sur le sol, avec ce gros crayon bleu, rouge, un côté bleu, une extrémité bleue, une extrémité rouge. Et puis ensuite, sur ces gabarits au sol, ils vont couper, faire leur mortaise, bien d'ailleurs dimension, et quand toute la charpente est étalée au sol, il leur faut des grands entrepôts, là, comme l'atelier d'Anselme Kiefer, des choses qui me font tellement rêver aussi pour l'écriture. Eh bien, ça y est, on l'installe en volume, in situ. Nous, maintenant, on va faire ce premier redressement. Et quand je dis ne vous forcez pas, c'est parce qu'on est loin d'être au bout, ce truc sur la nouvelle. On a fait ces 4 marches d'approche. Moi, sous ça, c'est évidemment, c'est en marchant qu'on les invente. Recherche sur la nouvelle, pas pédagogie de la nouvelle. Et l'idée, c'est qu'on refasse encore une autre spirale. Une autre spirale, on partira d'autre chose, évidemment, que la symbolique du livre. Tenez, quelque chose bizarre, voilà, Henry James, la leçon du maître qui surgit. Mais on recommencera un travail avec ces marches d'approche et un nouveau redressement. Et à ce moment-là, oui, ça va plus lentement que ce que j'avais prévu au départ. Ça fait rien, c'est tellement important. Puisque, justement, à quoi on va arriver ? Des textes qui restent dans la tête. Il y a des textes dont on soit fier. Pas tous ces machins-là publiés qui sont absorbés aussitôt dans l'immensité grise. Non, pourquoi les Henry James, ça reste ? Puis et justement, on est sur des lois où on interroge aussi les formats. À quel moment c'est le mode de publication. On l'a vu au tout début, j'en avais parlé, pour Edgar Poe, mais toute la tradition américaine de William Faulkner à Hemingway, mais ça va jusqu'aussi à Flannery O'Connor et tant d'autres. C'est l'instance de publication, comme les Weird Tales aussi de H.P. Lovecraft, qui détermine en partie le format, sauf que Lovecraft, il va utiliser 1 numéro, 2 numéros, 3 numéros du Weird Tales mensuel, et puis que ces 3 publications vont ébaucher un format plus long. Est-ce que ça veut dire roman ? Les Américains ont inventé un autre mot, novelette. Nous, novelette, c'est comme on a omelette, mais on n'a pas de novelette, ça n'a pas marché chez nous. Mais question de format, là, je voudrais tout de suite qu'on entre dedans. C'est-à-dire, nous, est-ce qu'on a une instance normalisée de publication qui nous guide pour fabriquer des formats qui s'intituleraient nouvelles ? Non, certainement pas. Il peut y avoir des textes ultra brefs, les textes de Félix Fénéon, faits divers, en 3 lignes. Et il peut y avoir ce qu'on peut développer comme fictionnellement, par exemple, y compris sur Twitter. Et puis on peut avoir... là, j'ai un continent là, pour ce premier redressement. J'ai ouvert mon Julio Cortázar, là, le quarto qui rassemble justement plusieurs centaines et centaines de ces nouvelles. Façon très simple de détruire une ville. Et le livre s'ouvre tout de suite. La nouvelle, elle fait 4 lignes. Je vous la lis. Il faut attendre, caché parmi les hautes herbes, qu'un grand nuage de l'espèce cumulus se trouve placé très exactement au-dessus de la ville exécrée. Il suffit alors de décocher la flèche pétrifiante, le nuage devient marbre, et le reste se passe de commentaires. C'est un récit complet. Et c'est ça, c'est cette adéquation entre vous-même. C'est un triangle. Il y a vous, il y a le thème, et il y a
la forme écrite que ça prend, et c'est ça qui doit déterminer. Il faut se rendre disponible soi-même à cette instance où on conserve l'obéissance, le nécessaire, le juste. Ça, c'est à vous de déterminer. Mais cette adéquation entre votre matière, le format, et ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous-même, à appeler ou convoquer à l'intérieur de vous-même pour, là, cette instance précise de matière. Alors pour cette toute première proposition de redressement, je ne vais pas faire une consigne. Souvent, pouvez-vous nous résumer votre consigne en quelques mots simples? Non. C'est pas ça la littérature. C'est pas comme ça que ça marche. S'il y en a qui vous le disent, ils vous trompent. Je sais pas ce qui manque. Je vais vous prendre deux instances. Dans les deux, on va se servir, toujours mon petit Henry James là, qui me sert parce qu'il est là, mais c'est un petit peu plus tard là, qu'on travaillera sur ces archétypes de construction. Dans mes deux exemples, on a un objet matériel. Dans le cas de Cortázar, ce sera un journal, ce ne sera pas un livre, mais c'est facile de substituer le livre au journal. Et pour Gérard de Nerval, il s'agit vraiment d'un livre introuvable. Pour le cas de Gérard de Nerval, je vais prendre 5 minutes pour vous en parler. On a quelque chose d'assez long qui utilise 3 feuilletons dans la presse, puisque c'est de ça qu'il vit. Dans le cas de Cortázar, c'est une publication, mais c'est c'est seulement... Non, c'est 4 paragraphes. Et c'est assez... Enfin, pour moi, à chaque fois que j'ai travaillé sur Julio Cortázar, quand on a travaillé sur la structuration d'une nouvelle comme Axolotl, allez voir, ou ce magnifique atelier d'écriture que j'aime tant faire, et qu'on va peut-être faire justement mardi soir, pourquoi pas, pour accompagner ça et dédoubler, qui s'appelle Le chasseur de crépuscule. Dans chaque cas, c'est ce jeu-là d'éclatement en paragraphes qui constitue la construction. C'est-à-dire, la construction, c'est pas la manière linéaire de faire avancer le récit et que ce récit, on le découpe. Non, c'est l'éclatement entre des paragraphes qu'on peut considérer comme des choses autonomes qui fabriquent, à une autre échelle, l'indépendance de la nouvelle et la constituent dans une clôture. Parce que même si la fin est ouverte, c'est début, fin, c'est ça qui la sépare de vous et l'expédie dans l'univers de la publication. Alors, quelques minutes brèves sur Gérard de Nerval, le long, et quelques minutes brèves sur Julio Cortázar, le bref. Et un point commun, justement que comme vous serez entre là, la longue image de Gérard de Nerval et la brièveté, presque percussion là, de Julio Cortázar, de vous saisir de cet écartement, de cette mise en tension avec la matière que vous avez déjà rassemblée dans les 4 marches d'approche. Et pareil, pas de... il n'y a ni jugement, ni mise à l'épreuve, etc. L'idée, c'est d'être surpris. L'idée, c'est de laisser les choses s'assembler. Et même si nous-mêmes, on ne dispose pas des clés. Et là, il y a une instance importante. C'est l'instance de ce que Marcel Proust nomme le rétrospectivement. Vous savez, au début de La prisonnière, quand il parle de Dostoïevski, de Balzac, et comment il se dit lui-même, comment moi, je peux constituer l'unité de... ce que je suis en train d'écrire, la recherche du temps perdu, sachant qu'en littérature, cette unité, pour ne pas être factice, comme la comédie humaine de Balzac, elle doit se délivrer rétrospectivement. Et là, ça nous débarrasse justement de cette instance de construire à tout prix, de faire un plan. Non, 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 non. On va laisser, et c'est ça qui est magique
dans la nouvelle. C'est pour ça que moi je voulais m'engager là, même si je pratique pas. Ah ouais, mais là, tiens, j'ai un petit bouquin qui s'appelle Peur, c'est uniquement des formes brèves. J'aurais plutôt tendance à dire forme brève que nouvelle, mais forme brève devient nouvelle parce que installée dans le champ narratif. Nerval. De quoi il s'agit ? En 1838, Nerval est en voyage en Allemagne avec Alexandre Dumas. Les villes, la question des livres, la gamberge sur l'écriture, sûr de sûr, c'est déjà là. Sa matière, il la constitue par le voyage. En 1848, il est de nouveau en Allemagne. Et vous savez que pour lui, c'est une instance qui est extrêmement profonde parce que tout le temps qu'il va comme ça de ville en ville, il n'y a pas de crise. Et par contre, à un moment donné, s'il s'annonce de nouveau parce que il s'installe, parce que il reste dans une ville, parce que ça fait déjà 2 mois qu'il voyage, eh bien, si l'angoisse commence à remonter, hop là, on écrit au docteur Blanche, et il y a surtout revenir le plus vite possible à Paris pour que le docteur Blanche puisse vous accueillir dans sa maison de santé, là, en dessous de la maison de Balzac, la rue Renoir, tout près de la maison de la radio. Le lieu n'existe plus, mais oui, il y avait ce traitement, cette espèce de baignoire sabot avec les 2 mains qui dépassaient, et puis on venait vous nourrir comme ça, et puis on vous alimentait en eau tiède, parce que justement à cet endroit-là, il y avait des sources plus ou moins chaudes, et en gros, dans ce traitement d'hydrothérapie, vous vous calmiez, vous vous soigniez. Et donc il y a toujours ça quand même dans la perception du voyage chez Nerval. Mais de quoi il vit ? Les feuilletons, la presse. Et en 1850, il publie effectivement en 3 numéros, 15 août, 1er septembre et 15 septembre, dans la Revue des 2 mondes, un ensemble de récits qui s'appelle « Histoire de l'abbé de Bucquoy ». Et cette histoire de l'abbé de Bucquoy, donc qui fait 3 parutions feuilletons, pas besoin d'appeler ça une nouvelle, mais du point de vue du format, ça nous rapproche. C'est la même période que juste après un de ces textes les plus célèbres, Rétif de la Bretonne, donc les confidences de Nicolas, et le personnage de Rétif de la Bretonne. Donc vous voyez, c'est sur des vies. Il y a Jacques Cazotte ensuite, donc c'est la grande période de Nerval. Est-ce qu'il s'agit de mini-biographie ? Certainement pas. Et puis là, il y a ce fou là, qui ouvre le truc avec le roi de Bicêtre. C'est comment la fiction peut vous autoriser à rejoindre des personnages alors que ce dont on dispose de façon documentaire sur le personnage, évidemment, on n'autorise pas d'en dresser une biographie. Et cet ensemble de personnages, Rétif de la Bretonne, Jacques Cazotte, le fou de Bicêtre, et puis donc l'abbé de Bucquoy, et bien ensuite il le rassemble en volume, et le volume, il l'intitulera « Les Illuminés ». Et maintenant, probablement, si ça se trouve, vous l'avez vous aussi déjà, bien sûr, dans votre bibliothèque, ce volume des Illuminés de Nerval. Mais parallèlement à ça, il publie un autre volume qui s'appelle Les Faux Sauniers, qui sont aussi des histoires parues comme ça, sous le mode du feuilleton, c'est-à-dire un épisode, puis un autre, et puis un autre. Et quand on écrit un épisode, on ne sait pas le suivant. C'est ça aussi qui nous rend passionnants, ces textes. C'est-à-dire que s'écrit un épisode, on a une forme brève, on va faire 5, 8, 10 pages, et puis ensuite on reprend l'écriture, il faut réintroduire, il faut la repositionner et réappeler ce qu'on a déjà raconté pour relancer. Aujourd'hui, je ne pratique pas les séries télévisées, etc., etc. Je paye assez de choses dans tous les abonnements à Adobe et tout ça pour pas me rajouter du Netflix, que je sais pas quoi. Mais en tout cas, ces questions-là, si on l'évoque, ouais, 19e siècle, le feuilleton, la presse, non, c'est... Alors, de quoi il s'agit ? Les Faux Sauniers,
Et je dis que c'est juste étrange, c'est que les parutions sont à peu près simultanées. Ça rajoute une étape dans la fiction. Mais ça, on n'entre pas. Nerval, dans son récent voyage en Allemagne, chez un bouquiniste, tombe sur un livre en français, Histoire de l'abbé de Bucquoy. Commence à lire, fasciné par cette histoire. Et depuis, cette histoire ne l'a pas quitté. Mais il y a que, il nous raconte déjà une histoire, qu'il est là, chez un bouquiniste, et il lit cet abbé de Bucquoy, cette vie de l'abbé de Bucquoy, passionné, et en même temps, le livre est un peu cher. Une belle édition reliée, là, juste du début du XVIIIe, puisque l'histoire se passe au XVIIe siècle, c'est comme ça que d'ailleurs que commence l'histoire, le grand siècle tombait à sa fin, quelque chose comme ça. Ben, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? J'achète ou je l'achète pas? Vous faites quoi, vous, dans ces cas-là? Eh ben, moi j'achète. Nerval, non, il hésite, et il se dit, bon, ben, c'est abbé de Bucquoy, vie de l'abbé de Bucquoy, dès que je suis rentré, je fais mes librairies habituelles, marche d'approche 2, et je trouve la vie de l'abbé Bucquoy, et je vends l'histoire de l'abbé de Bucquoy, puisqu'il n'y a que ce livre qui en parle, en mode feuilleton, raconté à ma manière, à la Revue des Deux Mondes, de la même façon qu'ils vont me publier mon Cazotte et mon Rétif de la Bretonne. Oui, mais arrivé à Paris, il faut que j'aille vite, hein, donc je vous laisserai. Je vais vous mettre aussi le lien, bien sûr, là dans l'accompagnement, où vous pourrez aller trouver ça sur Wikisource, par exemple, si vous n'avez pas chez vous les Faussonniers, donc c'est tout ça, c'est Pléiade de tome 2, commence. Moi, Nerval, s'il est toujours là, Nerval, toujours. Allons vite. Il revient à Paris, fait 3 de ses librairies d'anciens préférées. Et déjà, là encore, histoire de mes librairies. Elles sont où, ces librairies? C'est comment à l'intérieur? Ouais, mais avec qui on parle? Qu'est-ce qu'on demande? Comment s'installe la conversation? Et qu'est-ce que l'autre nous répond qui n'a rien à voir avec notre sujet? Et puis voilà, ça vous fait un feuilleton. Donc, vous ne le trouvez pas, ce livre, à votre grande surprise. Commencez par aller à la bibliothèque de l'Arsenal. C'est elle qui l'a mieux monté, même aujourd'hui. Hein. C'est la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et là, mystère. Oui, le livre est enregistré, il est catalogué, et pas moyen de le trouver. Il a été volé, perdu, il est classé ailleurs. Revenez la semaine prochaine, on va bien vous le retrouver. Puis il a le nom là, du bibliothécaire qui va chercher la personne, il discute, il est ami avec le directeur de la bibliothèque de l'Arsenal. Hop là, deuxième truc. Et oui, mais jamais ils ne retrouveront le livre à la bibliothèque de l'Arsenal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la bibliothèque nationale. La bibliothèque nationale, elle conserve tout. Et puis là, tout d'un coup, il y a tout un texte qui est fabuleux sur le labyrinthe qu'est la bibliothèque nationale. Entre-temps, il va nous raconter l'histoire d'un phoque. Et le texte s'appellera « Histoire d'un phoque intercalé ». C'est pas très rationnel, la littérature? Non, c'est pas très rationnel, la littérature. Donc, bibliothèque, librairie, livre perdu. Voilà 3 feuilletons de Nerval sur le même sujet. Et il va quand même s'acquitter, en prenant d'autres sources aussi, en compilant justement des sources très partielles, dans la Revue des Deux Mondes, de Histoire de l'abbé Bucquoy. Le grand siècle n'était plus, il s'en était allé. Où vont les vieilles lunes et les vieux soleils? Voilà, allez, fin de Nerval. Mais en tout cas, le canevas, vous l'avez retenu. Eh bien, vous avez vos 4 marches d'approche. Allons-y. Est-ce qu'on peut se servir comme ça juste d'un modèle, même s'il est tellement archétype, tellement mystérieux? Je vous dis, c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire, il ne fait pas de la recherche du livre le prologue de la vie de l'abbé Bucquoy, publié en 1850 dans la Revue des Deux Mondes, mais il publie dans le National une suite, un feuilleton qui est fait de 3 lettres au directeur du National pour lui expliquer qu'il n'a pas pu s'acquitter de la commande parce que le livre qu'il comptait utiliser comme source lui est resté introuvable. Donc là, vous voyez, si je sépare les deux, moi ce que je ne vous demande pas, c'est de faire une nouvelle qui serait dans l'ordre de la vie de l'abbé Bucquoy, mais d'utiliser cette question, la quête du livre introuvable, avec toutes ses étapes,
lu là, dans cette chaise bouquiniste en pays étranger, et l'hésitation, acheter ou pas acheter, et puis la bibliothèque de l'Arsenal, et puis les librairies d'anciens à Paris, et puis en même temps les conversations, les personnes, les visages, les portraits, les déambulations, les marches, les attentes, les courriers. Et ça, c'est dans les Faussonniers. C'était la version longue. Ça va aller plus vite sur la version brève ? Ouais. Ça va aller plus vite, puisque voilà le texte de Julio Cortázar. Un paragraphe de 3 lignes, un paragraphe de 2 lignes, un paragraphe de 3 lignes, et un dernier paragraphe de 7 lignes. Alors évidemment, j'espère bien que si je vous dis il y a la version longue et la version ultra brève, j'espère que effectivement vous allez être entre les deux. Mais même si c'est dans le bref, comme Julio Cortázar, on a 5 paragraphes. Et appuyez-vous sur l'histoire de 5 blocs paragraphes. Et ça, par contre, oui, c'est un élément de consigne. Mais est-ce que ça doit être aussi bref que Cortázar ? Non. Alors, allons-y. Un monsieur prend l'autobus après avoir acheté le journal et l'avoir mis sous son bras. Première phrase. Une demi-heure plus tard, il descend avec le même journal sous le même bras. Quelle histoire ! Fin du premier paragraphe. Mais ce n'est plus le même journal, puisque justement, dans l'autobus, il l'a lu, le journal. C'est maintenant un tas de feuilles imprimées, et il lui restait quelque chose à lire, mais c'est vite fait, que ce monsieur abandonne sur un banc de la place. Fabuleux aussi, parce que autant le livre, on a un statut rituel, un statut symbolique, autant s'il s'agit là du journal, peut-être que même maintenant, nous, avec la lecture en numérique, on a perdu ce rapport au journal papier. Là, tout ça, moi, je me souviens dans les années 80, quand j'habitais rue Rochechouart, à côté il y avait l'imprimerie de l'Aurore, et puis ensuite l'imprimerie de l'Humanité. Il y avait l'imprimerie du Monde, mais elle avait déménagé là déjà maintenant en Seine-Saint-Denis tout d'abord, avant d'aller à Ivry. Mais il y avait encore aussi, en descendant un peu plus vers les Halles, là, l'imprimerie du Figaro. Tout ce monde-là ne vivait que la nuit pour publier au matin. Et encore, je crois que j'en oublie. Tout était concentré là, dans le 9e arrondissement. Justement, même là où on avait assassiné Jaurès, là, dans je ne sais plus quel bistrot. Donc, ce statut populaire du journal, évidemment, maintenant, on ne l'a plus. Mais c'est facile de s'en souvenir, quand même. Mais ce n'est plus le même journal, c'est maintenant un tas de feuilles imprimées que ce monsieur abandonne sur un banc de la place. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce deuxième paragraphe ? C'est qu'il n'y a plus le personnage. Il est parti. Il n'y a pas encore de nouveaux personnages, ce sera le paragraphe suivant. Et entre-temps, mais il est où ce banc ? Il est comment ce banc ? Il y a quoi autour du banc ? Et puis il est quelle heure du jour ? Et dans quelle ville il est ? Donc là, vous voyez comme on peut fractalement redémultiplier. Mais nous, il y a quoi ? Il y a un banc et dessus un journal. Combien on a fait, chacun de nous tous, de participation à ces opérations, de abandonner un livre quelque part ? Ou même, tenez, cette invention très récente que sont les boîtes à livres. On a toutes des histoires avec ces boîtes à livres, là, soit de passage dans une ville où on est passé, soit là, à celle-là de votre quartier, ce que vous laissez, ce que vous prenez. Vous voyez comment, à partir de Cortázar, quelque chose de très simple, là, on est très différent de Nerval. De toute façon, lui, il est quand même de notre époque. Troisième paragraphe. À peine est-il seul sur le banc. Ben oui, le tas de feuilles imprimées, qui ne s'appelle plus journal, qui s'appelle la matière. Comme nous, marche d'approche 4, on a travaillé sur la matière du livre, qui n'est plus livre, qui n'est pas... J'ai dit le livre, moins ce qu'il dit. Bien là... Est-il seul sur le banc que le tas de feuilles imprimées redevient un journal ? Vous voyez comme cette précision-là, elle est lourde aussi d'éléments symboliques. Pourquoi elle est un journal ? Jusqu'à ce qu'un jeune homme le voie, le lise et le repose, transformé en tas de feuilles imprimées. Bon, c'est pas la peine de commenter. Tas de feuilles imprimées, abandonnées sur le banc, un type arrive, s'assoit à son tour sur le banc, s'en saisit, et là, il redevient un journal. De la langue organisée, une vision du monde, une réflexion sur le monde, un jeu sur le rapport au langage écrit et
le type repose le journal sur le banc et s'en va, de nouveau, la matière amorphe d'un journal imprimé. Et donc là, troisième paragraphe, le dernier. À peine est-il seul sur le banc que le tas de feuilles imprimées redevient un journal jusqu'à ce qu'une vieille femme le trouve, le lise et le repose, transformé en tas de feuilles imprimées. Elle se ravise, elle emporte, et chemin faisant, elle s'en sert pour envelopper un demi-kilo de blettes, ce à quoi servent tous les journaux, après avoir subi ces excitantes métamorphoses. Bon, ça c'est l'humour de Cortázar. Mais c'est quoi la variation? La variation, c'est que, par rapport au deuxième personnage, et là encore, comment il est, qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il a attendu, est-ce qu'il a lu la même chose que le premier personnage, ou est-ce qu'il est parti ensuite? Oui, là, la fiction, ça va nous servir. Dernier personnage, cette femme âgée, elle a fait la même chose, mais probablement elle le parcourt de façon beaucoup plus rapide. Retransformation au journal, retransformation en feuilles imprimées, elle s'en va, puis finalement, elle l'attrape. Pourquoi faire? Pour envelopper des légumes. Rappelez-vous, Madame Anska, à peine son mari, le corps de notre cher Balzac et des 3 dents qui lui restaient, balancé au Père-Lachaise, qui vend les manuscrits, là, à tous les poissonniers épiciers du quartier. Parce que le papier, ça sert à envelopper le poisson, au point que le vicomte Speulberch de Levenschul, qui nous devons de disposer des manuscrits de Balzac, ira les racheter chez les mêmes poissonniers, les mêmes épiciers. Donc vous voyez, tout à l'heure j'ai dit 5, 1, 2, 3, 4 paragraphes chez Cortázar, comme il y a 4 paragraphes dans Le Chasseur de crépuscule, comme il y a 8 paragraphes dans Les Axolotes, mais chaque paragraphe est une entité complète, et ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus, donc c'est quand même une consigne, et bien sûr, vous ferez pas 2 lignes, mais ce sera nettement plus long, mais qu'est-ce qui va se passer si, au lieu du journal de Cortázar, et pensez bien que marche d'approche, on a les bibliothèques personnelles, on a eu les librairies, on a eu ce qu'on a perdu, on a eu la description physique d'un livre. Et là, lui, il ajoute quoi? Il ajoute l'espace public, simplement un banc public, l'espace de circulation. Ça peut être la boîte à livres. Mais c'est bien qu'on joue avec ces choses-là. C'est quoi? C'est une histoire de personnage, comme Nerval, cherchant partout la vie de l'abbé Bucois? Non, c'est le livre. Chez Cortázar, le journal, feuilles imprimées, journal, feuilles imprimées, journal, journal, feuilles imprimées. Et bien ce livre-là, qui va se promener d'endroit en endroit, voilà ce que je vous propose comme premier exercice de la nouvelle. Redressement depuis nos 4 marches d'approche. Et on recommence un autre cycle ensuite. Merci.